Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. Et cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Faire œuvre ensemble, qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Et faire une œuvre d'art ensemble, qu'est-ce que cela peut donner ? Plein de choses. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec Marc Dano. Marc est artiste plasticien. Son travail consiste à faciliter la création d'une œuvre d'art par un ensemble de salariés qui ne sont ni peintres ni artistes, de sorte qu'ils puissent exprimer, de tout leur être, la singularité qui est la leur culture, leur expérience collective. Comment fait Marc ? Vous allez le voir, ou du moins l'entendre. Il met au point un dispositif, chaque fois différent, qui va permettre à ce groupe particulier de créer, tisser, peindre ce qui les relie, les tient ensemble, ce qui fait corps entre eux. Ça doit être une très belle expérience à vivre. C'est déjà une très belle expérience à entendre. S'exprimer, retrouver notre légitimité et nos facultés de créateur, souvent enfouies en nous depuis des décennies, fait un bien fou et permet beaucoup. Des liens comme nous les aimons, des facultés et des changements qui deviennent possibles. Vous voyez plutôt ? Cher auditeur, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre là. Bonjour Marc, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es dans un premier temps ? Alors, je suis artiste plasticien. Plasticien, ça veut simplement dire que je ne suis pas principalement peintre, mais que je m'intéresse à la création plastique sous toutes ses formes. Et depuis quelques années, je suis engagé dans un travail assez spécifique autour du collectif et du collectif dans l'espace. Et la raison pour laquelle on a eu envie d'échanger aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu fais travailler des équipes en entreprise, donc des gens qui sont pas peintres, qui n'ont pas de compétences particulières, et tu arrives à leur faire ensemble des œuvres d'art. Et en plus, tu n'y contribues pas directement. Ça veut dire que tu fais pas quelque chose pour rendre l'œuvre jolie ou pour les mettre au travail. Donc, tu as une autre démarche. Est-ce que tu veux nous expliquer ta démarche, peut-être par un exemple, par un cas particulier que tu as vécu récemment, dont tu aurais envie de nous parler ? Oui, alors il y a un exemple qui est assez... qui est très parlant, c'est une entreprise, ils étaient une quinzaine de collaborateurs, ils voulaient célébrer leurs 10 ans d'existence à travers la création d'une œuvre qui serait dans une salle de réunion. Et donc cette œuvre serait réalisée sur le mur, ça faisait à peu près 12 mètres carrés. Et donc plutôt que de me commander cette œuvre à moi, je les ai questionnés sur ce qu'ils voulaient représenter. Qu'est-ce qui était important pour eux, en fait. Et donc, on a eu un échange d'à peu près 2 heures où chacun a raconté. Alors, l'un, c'était ses souvenirs. L'autre, c'était les valeurs qui comptaient. Troisième, c'était telle personne qui l'avait profondément marqué. Et à partir de cela, eh bien, moi, j'imagine un protocole, un dispositif, une association de consignes avec des techniques qui sont accessibles à tous, qui demandent aucune praticité, aucune technicité. Un ensemble de consignes donc qu'on va organiser pour que le collectif puisse représenter eh bien quelque chose qui fait sens pour lui. Donc moi, mon rôle, c'est un rôle de facilitateur, vraiment. Je suis en même temps membre du collectif, donc très présent, et je vais simplement donner la possibilité au collectif d'exprimer à travers une œuvre sensible. Ça veut dire que là, tu avais peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes ? Il y avait une quinzaine de personnes. Et donc, en les écoutant raconter ce qui était important pour eux, t'as compris comment tu pouvais les prendre ensemble pour que quelque chose se passe ? C'est ça qui t'a fait imaginer le protocole ou c'est autre chose ? C'est ce qu'ils m'ont dit, en fait, qui a généré, par exemple, la palette de couleurs et a généré la technique graphique qui allait permettre de représenter ce qu'ils m'avaient partagé. En fait, il y a une adéquation entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils expriment et qu'ils veulent représenter et les formes plastiques,
les couleurs, les outils. Il faut que les deux coïncident. Donc ça, c'est la première inspiration qui vient pas tout de suite, mais voilà, ça reste un travail de réflexion, de test, d'essai, pour que ce qui m'a été confié, eh bien, soit traduit dans les meilleures circonstances et formes. Là, dans le cas précis que tu nous partages, tu as choisi quelle couleur en fonction de quoi et puis quelle forme en fonction de quoi? C'était des couleurs assez péchues, assez dynamiques parce que c'est une entreprise jeune et il y avait un enthousiasme qui était extrêmement palpable. Et c'était une entreprise qui intervient dans le monde entier et donc il y avait cette idée d'un cosmopolitisme, d'une diversité en fait qui nécessitait voilà cette pluralité de couleurs. Et il y avait aussi un outil de dessin, le choix de travailler avec des lignes pour pouvoir structurer une œuvre qui allait se dévoiler un peu comme un réseau. Sur le mur, l'entreprise voilà, se représente comme un réseau reliant telle ou telle partie prenante. Et c'est leur rôle et c'est leur fonction et c'est comme ça qu'ils ont voulu se représenter. Et donc, tu avais déjà un tout petit peu l'image de ce à quoi ça pourrait ressembler? Voilà, j'ai l'intuition, j'ai les grandes lignes, j'ai le potentiel, en fait. Mais par contre, la forme précise, la façon dont l'œuvre serait vraiment composée, je prépare des conditions d'expression. Après, c'est au collectif de s'en emparer ou pas, mais en général, ils s'en emparent et de quelle manière reste aussi très mystérieux. Donc en fait, pour moi, c'est un challenge de réactivité, d'écoute, d'empathie, et je dois m'ajuster en permanence. C'est-à-dire que le protocole est écrit, les consignes sont préparées, c'est pas sûr qu'on les sorte dans cet ordre-là, et c'est pas sûr que telle consigne va donner un résultat attendu tel que je l'imagine. Donc il faut, pour moi, c'est une performance relationnelle extrêmement forte où je dois m'ajuster en permanence à ce qui est créé. En fait, c'est vraiment la vie et la création à l'état pur. J'ai jamais un coup d'avance. En fait, je suis le collectif en fait à son rythme et pas à son rythme d'ailleurs, ça c'est pas tout. Je suis le collectif dans son désir. Voilà. Et toi, tu donnes le rythme. Et moi, je donne le rythme, ouais, parce que c'est un rythme assez soutenu, parce que c'est très challengeant. Hein, c'est des séquences qui durent très peu de temps. Là, l'heure dont je vous parle, ça dure 6 heures, ça a duré 6 heures, ce qui est un exploit d'un point de vue technique et artistique d'arriver à un tel résultat. Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que sans doute tu mets en place un protocole parce que c'est un point d'appui. Parce que tu pourrais aussi n'arriver sans rien. Peut-être ça serait un peu moins facile avec un risque de cafouillage plus important. Donc tu as un protocole qui a un point d'appui et puis tu vois comment tu l'utilises en fonction de la réaction des gens. Exactement. C'est ça. Et comment tu fais pour qu'il se passe quelque chose? Parce que en fait, on a tous, selon ce qu'on a vu à l'école, enfin souvent la musique, l'art, ce sont des choses qu'on apprend un petit peu à l'école, en même temps qui paraissent toujours un peu réservées à une élite qui aurait été formée ou qui aurait eu un talent, un don pour ces choses-là. Et donc il y a souvent une forte timidité des personnes face aussi bien à la musique qu'à l'art. Donc j'imagine que tu dois faire face à ça au démarrage. Oui, et ça, je prends le temps de crever l'abcès, en fait, hein, dès le départ, d'expliquer aux gens, et ce qui est vrai, et j'en suis convaincu, c'est pour ça que je fais ce genre de performance, c'est que nous sommes tous légitimes à rentrer dans cette démarche. Et ce qui est effectivement pas ce qu'on entend, où l'enfant est légitime à créer la toute petite enfance, l'enfant spontanément chante et improvise des chansons dans son berceau, on dessine sans demander l'autorisation, on invente des danses et on gazouille des poésies de manière assez spontanée, et puis la société fait qu'à partir de 10 ans, ça devient un peu moins légitime, et puis plus ça va, plus il faut forcément avoir du talent, forcément avoir beaucoup de technicité, beaucoup d'exigences de travail, de performance, au sens résultat tangible. Et donc moi je les accueille en leur disant voilà, mais en fait vous savez spontanément, surtout que ce que je vais vous proposer ce sont des gestes simples, on va faire des tâches, on va
tirer des lignes, c'est extrêmement simple, il n'y a aucune virtuosité demandée. Et ce qui me fascine, en fait, dans cette approche-là, c'est que les gens savent que c'est vrai. Et ça, c'est très touchant. C'est qu'en fait, il suffit que quelqu'un dise vous êtes légitime, en fait, les gens savent qu'ils sont légitimes. Et oui, tu veux dire, ils vont reconnecter cette part en eux. Ils vont se reconnecter, ouais. Et en fait, j'ai jamais eu, entre guillemets, de forte tête de gens qui refusaient de rentrer dedans. Tout le monde, avec beaucoup de simplicité, rentre dans ce que je propose, et avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et ça, c'est l'autre partie de la légitimité. Enfin, derrière la légitimité, en fait, il y a une aspiration profonde de chacun à l'expression. À une expression, je pense, effectivement, on a besoin de s'exprimer au quotidien, on le fait à travers des mots et à travers des phrases, mais aussi une expression sensible, quelque chose qui est justement au-delà du langage. Et ça fait partie des expériences extrêmement marquantes dans mon travail, où on voit une énergie absolument incroyable, mais insoupçonnée, qui anime les collectifs et les personnes individuellement dans cette expression sensible, au-delà des mots, au-delà des concepts tout faits, des idées, des injonctions. Eh bien, les gens aspirent à s'exprimer et le font avec une générosité incroyable et qui est magnifique à voir. Et qui font qu'ils tiennent 5 ou 6 heures sans s'arrêter, c'est ça? Ouais. Ils tiennent 5 ou 6 heures. Alors, quand c'est 6 heures, en général, il y a des pauses et puis il y a le repas. Mais tu as raison de souligner cette énergie dans la durée, parce que effectivement, c'est des moments qui sont extrêmement intenses. Et souvent, les gens me confient leur grande fatigue à la fin, parce que c'est vrai que ça nous mobilise en entier. Et ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. En général, on est toujours sur ce qui est très cérébral et rationnel. Là, on est dans un moment qui va mobiliser le corps parce qu'il est en mouvement, les sens, la vue, notre capacité à ressentir, à partager, à échanger avec les autres. Donc c'est un moment de plénitude, en fait, humaine, et on vit assez peu des moments comme ça. Oui, puis je pense effectivement ça doit rebrancher des choses, enfin recentrer les gens, leur faire un bien fou. Ça correspond à des choses qu'on recherche parfois dans d'autres activités qui peuvent être la marche, du sport, une pratique artistique ou une pratique de méditation. Enfin, on doit retrouver plein de choses comme ça dans cet exercice. Et en plus, là, tu as la dimension collective. Qu'est-ce que tu observes qui se passe au niveau du collectif ? Peut-être pendant et puis peut-être après. Alors, ce qui est sûr, c'est que le collectif est quelque chose d'extrêmement précieux. Ce que je constate, moi, quand j'arrive dans les organisations, c'est que ce collectif, en général, n'existe pas. En tout cas, pas trop. Il n'a pas conscience de lui-même. Il y a souvent des gens qui ont l'habitude de collaborer ensemble, ça c'est sûr, d'ajuster leurs compétences. Mais effectivement, ce que je propose de vivre de mon côté, c'est plus une mise en commun. En fait, voilà, c'est une mise en visibilité de ce qu'on a en commun, de ce que le collectif a en commun. Donc il y a toujours un moment d'ajustement dans ces performances collectives où les personnes ont tendance à se comporter de manière très individualiste, du moins très solitaire. Et elles sont convaincues que c'est normal parce que l'art, c'est très personnel. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent que l'art n'est pas du tout une affaire personnelle, mais une affaire culturelle et sociétale, et que, bien sûr, si on a des affinités les uns les autres sur telle ou telle œuvre, ces différences, elles sont à la marge, mais qu'en fait, quand on est devant une œuvre, globalement, on la comprend tous de la même manière. Et donc, il y a ce temps de passage où les personnes arrivent sur cet agir très individuelles, et elles commencent au fur et à mesure à comprendre qu'elles font partie d'un tout qui est plus grand qu'elles, et que elles gagnent à rentrer dans ce tout. Et en plus, elles commencent à le comprendre en faisant l'expérience. Exactement. Et en fait, c'est un peu forcé de ma part, c'est-à-dire je vais mettre en place ces protocoles, enfin ces consignes, pour faire en sorte que
les personnes travaillent ensemble, vraiment. Il y a des moments de travail individuel, mais qui sont dans un flow collectif. Et puis, il y a des moments où ils travaillent par équipe. Et il y a une consigne toute simple qui est que jamais personne ne prend une initiative sur la toile de son propre chef. C'est-à-dire qu'elle demande toujours l'aval de 1, 2 ou 3 personnes qui sont avec elle pour que cette œuvre soit vraiment l'expression d'un collectif et pas simplement l'expression à tel endroit de telle personne. C'est ce qui fait que les œuvres en fait ont une cohérence visuelle globale et que c'est pas comme souvent quand on voit des œuvres faites par les collaborateurs qui sont des espèces de patchwork de contributions, mais là il y a une contribution qui est vraiment de l'ordre du collectif, et je les oblige aussi à se déplacer justement d'endroit. Si elles s'intéressent à un endroit, au bout d'un moment on inverse les équipes. Donc tout ça c'est des choses donc que les je gens vont pousse passer en un avant. peu les uns sur les autres ou des... Ouais. Et c'est des choses que je pousse, que je mets en place. En tout cas, j'empêche ce réflexe très naturel individualiste. D'être sur son petit territoire. Voilà, où je vais... on peut dire que c'est une contrainte technique et financière. Par exemple, j'ai pas un pinceau par personne, par exemple. Mais en fait, c'est pas une contrainte financière. C'est que ce que je trouve important, c'est de passer le pinceau. J'interviens sur l'œuvre, j'ai terminé, je passe le pinceau à quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai eu des témoignages comme ça de quelqu'un qui m'a dit, mais c'est hyper fort ce moment où je reçois le pinceau de quelqu'un d'autre. Et effectivement, ça dit quelque chose sur une œuvre commune. Chacun à sa manière, chacun à son rythme et chacun à son moment. Oui, de contribuer à l'œuvre collective. Là, effectivement, tu dois le ressentir. Alors que si chacun avait son pinceau, il pourrait faire son truc de son côté, puis même oublier qu'il est au collectif. Alors que là, on lui donne, dans le cadre du collectif, il y est engagé, en fait. C'est ça. Et de la même manière aussi, il y a des choses, alors c'est pas tout le temps, mais par exemple, il y a des moments, la consigne, c'est d'intervenir sur l'œuvre pendant 15 secondes. 15 secondes, ça paraît très court, mais en fait, c'est très long. En 15 secondes, on peut faire énormément de choses, mais l'idée, c'est que voilà, chacun prenne conscience qu'il n'est pas le collectif à lui tout seul, et que une ligne... Voilà, une seule ligne sur une toile, sur une œuvre qui fait 12 mètres carrés, ben, c'est pas grand-chose. Mais si on a 60, parce qu'il y a 60 personnes, il y a 60 lignes, un premier jet, déjà, on peut raconter pas mal de trucs ensemble. Et là, on a sous les yeux, déjà, quelque chose de tangible du collectif. Le fait d'être 60, eh ben, ça a déjà une réalité physique. Et déjà, ça raconte quelque chose. Et alors justement, tu parles de réalité physique. Le résultat des œuvres, on les mettra en lien sur la description de l'épisode, sur certaines qui sont sur ton site. Le résultat est beau. Alors comment est-ce que tu fais ça pour arriver à un résultat beau avec des gens qui connaissent rien à l'art? Alors on le comprend un peu en t'écoutant, mais je voudrais enfoncer un peu le... Oui, mais c'est ça, il y a ce que j'ai préparé comme protocole, qui sont toujours des consignes simples. Je fais une démonstration avant. Il y a la construction pas à pas de l'œuvre qui fait qu'on travaille, on se recule, on regarde, on s'arrête. Donc, je suis toujours extrêmement présent, en fait. À chaque fois, je ne touche pas l'œuvre et je ne donne pas de directive, mais je suis toujours présent et je vais intervenir et alerter, signaler quand il y a quelque chose qui peut être problématique pour préserver la qualité de l'œuvre dont je suis garant. Parce que, en fait, je ne suis pas un animateur, je suis vraiment un artiste au cœur du collectif, au service du collectif, mais en faisant partie, donc je m'implique fortement. Et puis en fait, comme je parlais de la légitimité tout à l'heure, les gens sont légitimes parce que on a ce qu'il faut en nous, en fait. De la peinture, c'est juste une représentation 2D d'une expérience du monde, qui est un monde tridimensionnel, hauteur, largeur, profondeur. Les formes ont une signification pour nous, et on sait ce qui est juste, ce qui ne l'est pas juste, ce qui est pertinent, ce qui va être trop visible, pas assez visible. Donc, en fait, j'ai pas beaucoup de... Je corrige, je vais pas dire je corrige, j'ai pas besoin de corriger, en fait.
on fait jamais effacer des contributions de l'un ou de l'autre parce que ça passe dans l'énergie, ça passe dans la profusion, ça passe dans la profondeur. Et donc, il y a, c'est vrai, une forme de magie, même si le fait que la magie fonctionne, c'est parce qu'il y a énormément de préparation en amont. L'œuvre n'est pas réalisée en 6 heures, elle est réalisée en 6 heures, plus les 30 à 40 heures de préparation en atelier que j'ai, où je vais réfléchir sur les consignes pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles, les plus accessibles, les plus efficaces, et qu'on n'ait plus que les bonnes questions à se poser pendant cette performance. Oui, ce qui fait que tu leur facilites, dans tous les sens du terme, le travail, aussi en amont, pour que la réalisation soit simple pour eux, et qu'ils arrivent assez facilement à un résultat, ce qui fait que c'est assez satisfaisant. Oui. C'est des commandes que tu as en général parce qu'un directeur, une directrice, un chef d'entreprise a envie d'un tableau pour un moment particulier de son équipe. Et donc, il attend sans doute quelque chose d'esthétique, mais est-ce qu'il y a aussi il y a sans doute aussi une attente au niveau du collectif? C'est quoi, en fait, en général, la commande qu'on te fait? Il y a autant de commandes, à chaque fois c'est des contextes extrêmement différents. Si je prends dans l'ordre, ma première action collective, c'était pour un foyer de mères célibataires dans le cadre d'un mécénat de compétences d'une grande entreprise pharmaceutique. Donc là, il y avait juste l'idée de faire une immersion dans ce foyer de mères célibataires et que l'œuvre soit jolie pour ce réfectoire de foyer. Donc voilà, mécénat de compétences. Le deuxième, c'était une base vie dans une usine en Normandie. Encore cette idée de créer du lien entre les collaborateurs par cette journée d'entreprise et puis enrichir un espace dans la durée, le rendre beau et sensible et à leur image. Après, je perds un peu la chronologie, mais j'ai eu d'autres contextes. Donc j'ai eu là, par exemple les 10 ans d'anniversaire de cette entreprise. Mais après, je peux avoir des contextes un peu plus sophistiqués. Sur une grande banque française, c'était des concepts de transformation managériale comme la flexibilité, agilité, simplicité, transversalité. Transversalité, j'ai eu un autre projet aussi. Et puis il y a toujours l'idée de créer du lien entre les collectifs, mais les sujets peuvent être de manière peut-être un peu consistant dans ce domaine de management. J'ai eu aussi la représentation d'une raison d'être, d'une entreprise. Forcément, il y a un désir de faire fonctionner le collectif. Mais c'est toujours en général autour d'un objectif, soit de décoration d'une pièce, soit d'une dynamique de transformation ou de célébration. Quand tu interviens lors d'un événement, que l'œuvre collective est créée, en fait, il se passe quelque chose là dans le collectif. Et ce qui se passe aurait tout intérêt à être amplifié, traduit, repris pour que ça s'imprègne dans la vie du collectif et que ça participe de manière très positive, impactante à l'évolution, à la transformation du collectif. Est-ce que ça, tu en vois déjà les traces à la fin de ta prestation ? Ce qui est sûr, c'est que ce moment de création fait naître une grande fierté. Comme les œuvres sont belles, qu'elles sont nourries par un contenu qui est vraiment apporté par le collectif, ça, il y a une énorme fierté. Et il y a une grande joie après à ce que ça enrichisse les espaces. Et c'est là où mon ancien métier d'architecte d'intérieur trouve toute sa légitimité aussi. C'est que la fonction de l'œuvre d'art dans l'histoire des sociétés humaines, c'est d'enrichir nos espaces de vie. Et donc ces œuvres qui sont un moment de création assez atypique et très nourrissant, l'expérience se termine par là. Elle ne se termine pas là, elle se prolonge aussi dans les jours, les semaines, les mois, les années qui suivent, dans l'espace où elles racontent, elles font mémoire de ce moment, elles fonctionnent comme un signal pour les collaborateurs. Et ça, j'ai eu des traces, justement, la société dont je parlais qui avait fait cette œuvre sur ces 10 ans. Le fondateur m'a dit assez vite, le jour même, cette œuvre nous ressemble, premier point. Quelques jours après, je l'avais recroisé, il m'a dit, tu sais que nos
partenaires, clients, fournisseurs qui ont vu l'œuvre disent qu'elle nous ressemble. Et je l'ai recroisé quelques années après, il me disait, tu sais que les collaborateurs qui sont arrivés après, qui n'ont pas participé à cette journée de création, sont très attachés à l'œuvre aussi, et trouvent que c'est une représentation de la vie d'entreprise. Donc là, je trouve ça très important parce que c'est vraiment la démonstration et l'aveu que c'est un objet de culture, que cette œuvre n'est pas simplement un team building, un moment qualitatif relationnel, ce qui est déjà pas mal, mais un moment où on produit un objet de sens non conceptuel, au-delà des mots, quelque chose qui rassemble, qui témoigne de quelque chose qu'on a en commun. Donc ça, c'est très très important. Et c'est un peu la finalité de ma démarche, c'est de dire aux entreprises, vous savez que votre culture, elle peut s'incarner à travers vos collaborateurs même et à travers la vision qu'ils ont de l'entreprise, d'eux-mêmes en fait. Et c'est extrêmement efficace. Tu me disais que tu as parfois aussi des commandes qui sont des commandes de faire réaliser à une équipe en un temps record une œuvre artistique et pas de faire ce travail collectif auquel toi, tu aspires. Ce que j'aimerais aussi, c'est parce qu'il y a cette notion de temps de préparation de l'œuvre, c'est effectivement pouvoir travailler avec des coachs qui, eux, sont là sur la durée, parce que cette œuvre, cette représentation plastique de l'œuvre, c'est qu'on me demande de faire une œuvre aux collaborateurs, on leur demande pas de s'exprimer artistiquement, de manière sensible. On leur demande de juste illustrer quelque chose qui a été pensé pour eux, sans eux. On dit la culture c'est ça, et vous allez la représenter. Et c'est possible, on peut le faire. Je peux arriver avec un canevas déjà tracé, avec des numéros de couleurs, et puis à la fin avoir sentiment d'appartenance en grand, avec un soleil qui irradie, et des choses comme ça. On peut faire ça. Mais c'est là, moi, mon aspiration en tant qu'artiste, c'est de pouvoir travailler avec des coachs, des consultants, enfin des gens qui travaillent sur le relationnel en entreprise, pour aborder ces sujets, par exemple de culture. Parce que, en fait, si on veut représenter ce qu'est la culture de l'entreprise, à un moment, il faut demander aux gens, et c'est la forme de quoi ? Et au sens propre, c'est que c'est ça qui est amusant dans la représentation. On parle de vision d'entreprise. La vision, c'est bien quelque chose de visuel. Même si derrière nous, on accroche des concepts, des mots, des stratégies, mais à la base, c'est une image. Donc, il y a pour moi un sens à aller creuser. Qu'est-ce que vous voyez ? Quelle forme ça a ? Ce dont on parle, là, par exemple la transversalité, ça a la forme de quoi ? Et là, on peut interroger les gens et recueillir ce que leur vécu. Et moi, en tant qu'artiste, imaginer quelles sont les formes graphiques, cette fois-ci, avec lesquelles on va pouvoir traduire ça. Et donc, il y a tout un travail qui est sous-estimé, une approche qui est sous-estimée, un levier, en tout cas, d'expression en entreprise autour de l'exploration du sens. Je trouve qui est méconnu, en fait. Et que souvent, quand on parle d'expression graphique, faire venir un artiste, ou demander aux collaborateurs de créer quelque chose, en fait, souvent on leur demande d'illustrer et pas vraiment je ne sais pas si je suis très clair dans la distinction entre l'illustration et puis la représentation. Dans la représentation, il y a toute une dynamique, c'est pas la vie, c'est la vie plus l'énergie de la vie. C'est pas juste une image, mais c'est accroché à ce qu'on est, et c'est très incarné, et du fait que c'est très incarné, ça devient très, très intelligible et très, très pertinent dans son expression. Oui, ce que je comprends en t'écoutant, c'est qu'on va toucher, quand on fait ce travail sur la culture, que je vois bien pour l'avoir fait pas mal de fois,
un vrai travail sur la culture. C'est-à-dire, on va pas parler de la culture comme d'un truc un peu loin, mais vraiment qui donne le sentiment d'appartenance, de ce qui fait corps entre les gens et de ce qui fait aussi leur manière de travailler ensemble. Parce que la culture commune, c'est aussi tous les implicites que chacun a intégrés pour pouvoir travailler plus vite. C'est pas juste des formules en l'air, en fait. Donc, quand on arrive à ce travail-là, on atteint déjà quelque chose de beaucoup plus profond que des formules un petit peu stéréotypées. Et quand en plus on va représenter ça avec le corps, on va encore beaucoup plus en profondeur. Et là, le sentiment d'appartenance, il prend tout son sens, toute sa densité, toute sa profondeur, en fait. C'est un travail que j'imagine, pour avoir fait la partie jeu sculpture, qui a des impacts assez forts et qui peut effectivement durer. Moi, je l'ai vu, l'équipe de direction était partie, de l'équipe avec laquelle on avait fait ce travail sur la culture, l'équipe avait été renouvelée en grande partie, et ben ça continuait encore, parce que finalement, à chaque fois que quelqu'un arrivait, il retrouvait les traces, et puis il intégrait cette culture, et puis il y avait toujours 2-3 personnes qui en étaient... même pas les garants, mais qu'on était juste les porteurs, et puis ça se diffusait comme ça, et dans la mesure où ça faisait sens, cohérence, et que c'était un bon implicite commun, ben, il était conservé par l'équipe qui arrivait, puisqu'elle avait tout intérêt à ce que ça marche aussi. Donc je pense que ça doit encore amplifier ça, le fait de faire œuvre ensemble, dans tous les sens du mot œuvre, et effectivement c'est intéressant d'avoir la conscience qu'il y a cette portée-là, parce que du coup tu peux donner aussi toute ta puissance, alors qu'avec une illustration, tu n'auras rien de tout ça, quoi. Oui, puis l'illustration, elle est un peu téléguidée, c'est-à-dire que voilà, vous me demandez de faire ça, bah, je le fais. Ok, mais il y a pas cette dimension très authentique qu'il peut y avoir dans la représentation artistique, où on va creuser, on va s'arrêter, on va prendre le temps même si c'est très efficace. Moi, j'essaye justement, en visant les entreprises, d'être le plus efficace possible, le plus efficient, parce qu'on a guère que, en général, ça doit tenir au plus long dans une journée, mais en général, c'est plutôt une demi-journée. À un moment, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps, sur la culture, de laisser les gens s'exprimer. Parce que soit on dit la culture, c'est ça, c'est affiché en grand, en lettres capitales sur les murs, et tout le monde apprend bien sa leçon, soit on se partage les uns aux autres, et là on se rend compte qu'on a une culture commune, effectivement. Donc je suis complètement d'accord avec toi. À un moment, quelque chose s'exprime de manière collégiale, et c'est ça qui fait le côté très, très plaisant de ces performances artistiques, c'est que les gens prennent d'un seul coup confiance qu'ils veulent aller aux mêmes endroits, et ils se rendent compte en plus que à travers une facilitation artistique, en fait c'est très facile de représenter ça. Et donc il y a une espèce de double jouissance de se rendre compte que, on est d'accord sur la finalité, sur le thème, voilà, sur ce qui nous rassemble dans l'entreprise, sur ses valeurs, et puis en même temps, puisque on est d'accord sur le fond, en fait, la forme suit, en fait. Donc il y a une adéquation entre le fond et la forme, et il y a un jeu en permanence entre le fond et la forme, et qui est extrêmement satisfaisant pour les collectifs, de prendre conscience de ça. Oui, ça donne de la cohérence, on en manque tellement souvent dans pas mal de choses, avec des gens qui sont un peu beaucoup dans la tête, donc qui manquent un peu de point d'appui et d'incarnation. Alors tu disais tout à l'heure, tu étais au départ architecte d'intérieur, tu as fait l'école Boulle, je crois, et tu expliquais que ça te sert dans ton travail d'avoir fait ce travail d'architecte. Alors peut-être tu peux nous expliquer maintenant un peu ton parcours, et puis aussi comment tu vois les espaces de travail, parce que c'est des espaces très spécifiques, les espaces de travail, c'est pas comme une maison. Alors moi j'ai travaillé dès le départ comme architecte d'intérieur des environnements de travail, et c'était une découverte pour moi, parce que c'était pas du tout une volonté, mais il se trouve que mon premier boulot était une entreprise, un cabinet d'architectes spécialisé dans l'environnement de travail, et j'ai tout de suite été séduit par les enjeux à la fois fonctionnels mais aussi symboliques et relationnels, et c'est ça qui m'intéressait, d'arriver à traduire ça à travers des aménagements. Alors j'ai 54 ans, donc j'ai commencé à bosser dans les années 90, et à l'époque c'était très très différent, les espaces de travail étaient différents d'aujourd'hui, puisque on était au tout début de la transition numérique. Il y avait des gros ordinateurs, donc le travail était visible.
déjà à l'époque. On se déplaçait dans l'entreprise. D'abord, c'était très très localisé. On savait quand on était au marketing, à la direction, à la compta, et tout le travail des collaborateurs était visible de par la disposition. Et au fur et à mesure, moi, j'ai assisté à cette invisibilisation progressive du travail et à travers des nouveaux concepts qui arrivaient. Alors, moi, j'ai commencé, on est arrivé avec l'open space, puis ça a évolué. Il y a eu des éléments comme les activités situées, le flex office, des nouveaux concepts qui modifiaient totalement la façon dont l'espace se déroulait dans l'entreprise. Et assez vite, j'ai vu, il m'a semblé que le collectif disparaissait, que le vrai travail, en fait, le vrai lieu du travail, c'était la data, et que l'espace physique était un peu une contrainte résultante dont on se serait bien passé. Et c'est pour ça qu'à un moment, aussi par un concours de circonstances, mais j'ai basculé comme artiste en me disant, ok, il n'y a plus de... Puisque l'entreprise ne peut plus se dire par les espaces, par l'organisation des espaces, peut-être qu'on peut contribuer par une expression culturelle différente à travers des représentations picturales qui soient signifiantes et qui apportent, qui complètent cette visibilité. Oui, c'est vraiment intéressant de réaliser qu'il y a cette mise en visibilité pour que ça participe au sens et à la cohérence du travail. Oui. Et surtout que maintenant, donc la flexibilité est devenue un marqueur, une constante de l'aménagement. La modularité, la flexibilité, la transparence, qui sont que des éléments de nomadisme en fait. Et alors après, moi, ma conviction en tant qu'homme, c'est que le nomadisme, ça va un peu, mais en fait, je crois qu'on est fondamentalement, on est des êtres territoriaux, relationnels aussi. Si on tire trop sur la corde du nomadisme, trop sur la corde de la flexibilité, de la mise en mouvement, mais aussi c'est valable pour la transparence, hein. Si on insiste trop là-dessus, je pense que ce ne sont pas les conditions optimum pour que les gens se sentent bien sur le territoire de l'entreprise. L'idée d'avoir des œuvres murales dans l'espace de travail, c'est aussi créer des espaces, des espèces de forums, des endroits, des points durs, des centres de gravité dans un espace qui est toujours fluctuant, modulaire, flexible, presque interchangeable, et que les collectifs puissent, à tel ou tel endroit, se constituer des repères autour d'œuvres signifiantes. C'est le feu de la tribu, en fait. Comment ? C'est le feu de la tribu. Un peu comme le feu de la tribu, j'avais pas pensé, mais c'est un peu ça, ou la place du village, un endroit où on se retrouve autour d'un objet qui est signifiant, qui parle à tout le monde, parce que tout le monde y aura contribué. C'était ça Et qui va donner de l'ancrage à tout le monde, quoi. Et qui au va donner de l'ancrage, et puis un sentiment d'appartenance. Moi, j'ai lu et entendu après le Covid, il y avait cette idée de retour au bureau. Mais effectivement, qu'est-ce qui donne envie aux collaborateurs de rester au bureau, sachant que ils se sont habitués à être chez eux. Alors ceux qui sont installés confortablement, c'est bien. Pour les autres, c'est quand même moins bien. Mais après, est-ce que quand ils arrivent dans leur entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la singularité et de l'authenticité? Et mes anciens confrères architectes d'intérieur, décorateurs sont très talentueux et on parle pas de ça en fait. Mais je pense pas que un design, même sur mesure, puisse exprimer quelque chose qui est de l'ordre, ça peut paraître bizarre, mais de l'attachement symbolique à l'entreprise. Et je crois beaucoup à ça. Moi, comme j'étais salarié pendant 15 ans, il y a une fibre affective, hein, même si c'est un contrat de travail, mais est-ce que la vie de l'entreprise s'exprime à un moment autrement que par une image de design? Est-ce que ça s'exprime autrement qu'à travers des indicateurs de performance? Est-ce que ça s'exprime autrement que par des services à la personne, un confort? Où est toute cette part de projet commun, d'ambition commun? Où est
cet avenir émergent, en fait, cet après, ce monde qu'on est en train de construire, en fait. Là, je suis vraiment dans une dynamique, une réflexion très idéaliste, mais je crois que pour s'attacher à un territoire, il faut avoir envie de le voir grandir et de le voir prospérer et être fécond. Voilà. Et je suis pas sûr que avec tout ce que nos contemporains vivent, post-Covid, les crises, le stress, la pression digitale, etc. Je suis pas sûr que y ait un espèce de refuge émotionnel, nourrissant dans l'espace de l'entreprise. Il y a effectivement sans doute besoin de ça, à un moment donné où il y a tellement de gens qui se sentent impuissants, tellement de gens même qui s'ennuient, qui sont dans une forme d'ennui profond d'eux-mêmes et de la vie. C'est sans doute très porteur d'avoir ce genre d'œuvre au centre et d'avoir une place du village et d'avoir un feu de la tribu et d'avoir tout ça, pour aussi ensemble créer un avenir souhaitable. Parce que je pense que c'est possible, en fait. On va pas parler complètement de régénération, etc. ensemble, mais ça touche en fait ces sujets-là, et on sait que l'action de l'homme, elle peut être destructrice, mais elle peut être aussi régénératrice, elle peut être aussi créatrice. Et je fais l'hypothèse que passer par l'acte créateur que tu proposes, ça peut être une manière de montrer aussi qu'on peut être créateur, qu'on n'est pas là seulement comme destructeur impuissant à regarder le monde sans finir, quoi. Ça, je pense que c'est un des bénéfices inhérents, c'est qu'effectivement, cet acte de création, parce que comme je l'ai expliqué, les participants sont pas du tout des exécutants, ils font pas du tout n'importe quoi, ils créent quelque chose. Et je pense que cette œuvre tangible qui naît de leurs mains, ça vient réparer quelque chose de l'ordre que notre société de consommation qui nous, en fait, on est très passif comme consommateur. L'acte d'achat, c'est pas un acte, mais en fait, on se conforme à beaucoup de choses. Et là, il y a pendant quelques heures la prise de conscience à quel point, et je le dis dans ce contexte-là, en fait, on est appelés à être tous des artistes au sens créateur de nos vies. Et on peut le faire, on peut être créateur de liens, créateur d'événements, et pas besoin d'être artiste d'être peintre, pour être artiste. Mais effectivement, il y a cette redécouverte que on peut être en action créative et en action peut-être un peu divergente, et que j'imagine, en tout cas j'espère que ça ouvre des nouvelles perspectives pour ceux qui l'ont fait. Oui, pour de nouveaux commencements. Oui, je pense aussi vraiment que ça peut faire ça. Ouais. Marc, merci beaucoup pour la qualité de notre échange. Merci à toi. Si vous voulez voir les réalisations de Marc Dano, si vous voulez en savoir plus sur son travail, si vous voulez le contacter, si vous voulez nous contacter, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.